Bonjour, bienvenue au Défi Quantipart, le balado dédié à la collaboration entre artistes. Notre objectif, chers mesdames et messieurs, est de mettre en lumière les défis auxquels nous sommes toutes et tous confrontés. Aujourd'hui, notre invité est Hugo Lambert, un quantipartiste inspirant de chez Behavior Interactive. Il a suivi des études postsecondaires dans un domaine autre que l'illustration et a trouvé une moyen de se former de manière autodidacte en quantipart tout en finissant ses études en 3D. Ce balado sera donc divisé en deux parties. La première partie de ce balado sera vraiment consacrée aux professionnels de l'industrie. Hugo nous parlera de pourquoi, par exemple, il considère Google Maps plus pertinent que l'intelligence artificielle dans la conception du quantipart. Il nous fera part de ses opinions sur l'avenir du quantipart si l'intelligence artificielle se développe de manière 100% éthique. Il faut en penser de cet avenir-là. Le deuxième segment du balado sera plus pertinent pour les étudiants en quantipart. Entre autres, Hugo dévoilera son parcours, ses YouTubers préférés pour apprendre le quantipart, ses conseils pour les étudiants qui souhaitent se préparer à l'industrie à l'ère de la montée de l'intelligence artificielle, les fausses idées sur l'industrie selon lui, une manière inhabituelle d'entamer une carrière de quantipartiste et bien d'autres sujets pertinents, tout un balado structuré pour vous autres. Maintenant, vous pouviez trouver Hugo Lambert sur ArtStation sous son nom ainsi que sur Instagram sous le nom de Gogo Limbo Art, écrit Gogolimboart. Comme dirait ma mère, plus le nom de l'artiste est compliqué, sur Instagram, plus cet artiste est doué. Et vous pouvez également nous retrouver sur Instagram sous le nom de Quantipart Drink and Draw. Sur ce, je vous souhaite une bonne écoute. Premièrement, Hugo, comment ça va, man? Ben, ça va bien, toi? Toujours tranquille, man. Toujours tranquille. J'aimerais te dire que j'apprécie énormément que tu viens sur le podcast. Puis en pensant, j'étais vu sur un autre podcast anglophone qui s'appelle... Oui. Ça s'appelle comment déjà? Quantip Artist Podcast? Ouais, quelque chose comme ça, assez straightforward. Tu te fais remarquer un peu, tu marches sur les rues à Montréal. Vraiment pas. Trop pas. J'ai pas tant d'exposure que ça. Ben, t'es vraiment, vraiment modeste parce que tantôt, avant qu'on enregistrait, j'ai dit, fais semblant, j'ai pas demandé cette question-là parce que c'est quand même une bonne question. Puis là, tu parlais de comment deux personnes t'ont reconnu dans le Drink and Draw. Mais bon, oui, non, mais c'est ça, c'est que c'est fou qu'il y ait genre 500 views sur l'autre podcast, puis que des 500 personnes, il y en ait 2 qui m'aient reconnu. Shout out à David Bourret, le premier invité de mon podcast, mon balado. Ouais, incluant David Bourret, c'est vraiment un petit monde, le concept art, j'ai l'impression. C'est cool. Ben, si jamais tu veux faire partie de ce petit monde, les gens qui écoutent, viens au Drink and Draw. Merci pour l'intégration naturelle de notre commandite qui ne nous paye pas, qui est le Quantipart Drink and Draw de Montréal. Wink, wink. Qui, en passant, c'est juste moi qui l'organise. Puis je suis payé, genre, littéralement des patates. Littéralement, le taverne qu'on a cette Drink and Draw, il me donne des patates frites. OK, so, prochaine question, suite logique. Ils payent en patates frites pour vrai? Non, ils me payent pas. Ils sont juste contents que j'amène du monde un mardi quand ils ont comme littéralement d'habitude personne. Ben oui, tu leur rends service, là. Big time. Donc, maintenant, nous allons entamer la première partie de ce balado qui est plutôt consacrée aux professionnels de l'industrie. Cependant, cela reste d'être intéressant pour les étudiants, néanmoins. Donc, attachez vos stocks. Nous allons commencer par une question plutôt spicy, un peu épicée et controversée. OK, c'est bon. Si dans un futur proche, nous avions une intelligence artificielle éthique à 100% et sans controverse, quel rôle verrais-tu l'intelligence artificielle dans ta propre processus de création? Écoute, ma réponse est assez simple. Je m'en servirais pas. Je fonctionne bien sans, puis ça m'intéresse pas vraiment. C'est la fameuse question de l'intelligence artificielle, éthique ou pas. Je me suis jamais rendu aussi loin que ça dans la question. Ça s'est juste arrêté à l'intelligence artificielle fait le travail à ma place, ça m'intéresse pas. Comme ça, même si elle était éthique, j'aime pas de base cette histoire d'intelligence artificielle qui peuvent faire de l'art. Je sais pas, je suis... So far, so good. Au travail, je me suis pas servi d'intelligence artificielle encore. Ça se passe bien. Je vais continuer dans cette lancée. Ouh, la passion ardente. On aime ça. OK. Bon, ben, je pense que ta réponse est assez claire. Hugo Lambert dit non à l'intelligence artificielle, plus ou moins. Mais si tu me permets d'être un peu agaçant et de jouer le rôle de l'avocat du diable davantage, est-ce qu'il y aura
quelqu'un d'autre que les artistes qui pourrait bénéficier de l'intelligence artificielle. Pour être clair, là, je ne demande pas dans le contexte actuel, présentement, si, exemple, tes collègues utilisent l'intelligence artificielle. C'est pas ça que je demande. J'aimerais vraiment souligner que nous parlons strictement d'un scénario hypothétique dans le futur où l'intelligence artificielle, comme magie, serait à 100% éthique, avec aucune controverse. Y a-t-il quelqu'un qui pourrait bénéficier de ça autre que les artistes? Plus du côté des art directors qui ont des horaires vraiment chargés puis ils doivent fournir des références. À ce moment-là, les AI, ça devient un tool vraiment pratique pour les art directors pour pouvoir véhiculer des idées rapidement sans avoir à tout dessiner. Parce que dans le fond, ce qu'ils te donnent, c'est des références, c'est pas des concepts. Donc à ce moment-là, pour des gens occupés comme l'art director, ça devient un tool vraiment plus intéressant. Que là, je comprends beaucoup plus l'utilité. Je comprends. Ça, c'est vraiment une bonne réponse. Donc, j'imagine, exemple exagéré, un art director qui veut suggérer qu'on fasse un espèce de Harry Potter qui se passe durant le temps des samouraïs, exemple. Vite fait, ça peut produire des photos, images d'inspiration potentielle. Ouais, c'est ça. Tu sais, dans le cadre, mettons, un PowerPoint, ben là, c'est super facile. Mettre des images qui accompagnent un PowerPoint, là, c'est un tool fantastique pour les art directors. Yes, des riches nuances, on aime ça ici. Maintenant, ma prochaine question va être, y a-t-il un autre outil ou un processus inattendu qui a grandement accéléré ton flux, ton workflow de travail? Ouais, man. Il y en a un, puis il est inattendu. C'est Google Maps. Google Maps, c'est la meilleure affaire quand tu fais de l'environnement, surtout des environnements urbains comme je fais ces derniers temps. Je m'en vais sur Google Maps, je me promène. On veut une ville nord-américaine. OK, très bien. Je m'en vais, OK. Allons à Chicago. Je m'en vais à Chicago. Je mets le Street View. Oh, OK, j'aime cette façade de bâtiment-là. Je la screenshot, je la mets dans mon pur ref. OK, on s'en va voir à Seattle. Ah, ça c'est cool, je prends des screenshots. Je fais la même affaire avec une couple de villes nord-américaines. Et après ça, j'ai un beau pur-ref rempli de villes nord-américaines. Puis je peux même utiliser ces références-là pour photobâcher. Donc ces derniers temps, Google Maps est tout le temps ouvert sur mon deuxième écran pour aller... Aussi parce que quand tu fais des shots de villes, tu as besoin de savoir c'est quoi qui fait qu'une ville est une ville. Donc dans une ville, il y a quoi? Il y a des lampadaires, il y a des trottoirs, il y a des racks à vélo, il y a des voitures. C'est difficile de se rappeler tout ça. J'ai tout le temps mon Google Maps d'ouvert à côté de moi. Puis je navigue dans les villes pour me donner des idées, pour trouver des références, puis des fois même photobâcher des façades de fenêtres, par exemple. C'est vraiment inattendu. Wow, ok, cool. C'est extraordinaire. Je serais curieux de voir ton Gumroad là-dessus. Si jamais. C'est super simple. C'est pas quelque chose que tu as besoin d'apprendre, c'est vraiment juste une ressource qu'on a, mais qu'on oublie qu'il existe. Ok, t'as pas tort, Hugo. Maintenant, ma prochaine question suite à ça va être qui est ton concept artist préféré qui est basé ici au Québec en ce moment? Des concept artistes basés au Québec en ce moment, il y en a beaucoup à cause que Montréal est vraiment un acteur d'importance dans l'industrie du jeu vidéo. Donc, je pourrais nommer vraiment beaucoup de gens, y compris, je pense qu'il y a Yun Ling qui a travaillé sur Spider-Verse, il est établi à Montréal. Je sais pas si je dis n'importe quoi. Puis mettons dans ceux que je sais qui sont au Québec parce que je les connais, promouvoir mon boy Peter Lee. Parce que Peter, j'adore sa manière de faire du sci-fi. Je trouve que tous les artistes sont comme, quand ils tacklent le sujet du sci-fi, tout le monde a comme un peu sa manière de dessiner les shapes, sa manière de le styliser, sa manière de l'interpréter, parce que dans le fond, le sci-fi, ben, ça n'existe pas, donc c'est au choix de chacun de l'exprimer comme ils veulent. Puis la manière que Peter fait son sci-fi, qu'il fait ses character design, je trouve ça vraiment maîtrisé, vraiment hot, by the way. Il est vraiment bon en figure drawing et en visage. L'autre jour, je voulais améliorer en visage. Fait que j'avais ses dessins sur mon deuxième écran comme référence. Il est très bon pour faire de la caricature aussi. Mais son sci-fi, chef kiss. C'est un délice. Pour de vrai, le gars, il est une machine. Genre, il va des figure drawing ici à Montréal. Tout le temps. Un peu partout. Une fois, il m'a amené comme dans une espèce de bizarre grotte à UQAM. Tu sais, tu pars, puis t'es comme, oh mon Dieu, est-ce que je vais me faire couper mes cheveux et le vendre comme un perruque sur le dark web? C'est sketch un peu. Mais au final, ces artistes-là, ils m'ont pas coupé mes cheveux, puis ils n'ont pas vendu ça sur le dark web. Ce qui arrivait, c'était bien sympathique, puis on a dessiné des beaux figure drawing ensemble. En parlant de sketch, en parlant de esquisse, ça transitionne assez bien pour notre prochaine question qui va être, pourrais-tu, Hugo, nous parler un peu de ton parcours d'artiste? D'où viens-tu? Quelle étude as-tu faite?
ça risque d'être intéressant pour nos auditeurs et auditrices qui sont des étudiants. On rentre un peu dans le deuxième segment du balado. OK, ben dans le fond, mon background, je suis un gars qui vient de Blainville, qui est une banlieue à 30 minutes de Montréal. J'ai étudié au primaire et au secondaire en musique. J'étais parti pour aller au cégep en musique, mais j'ai fait le switch parce que, à part la musique, j'avais une autre passion qui était les jeux vidéo. Ben, disons que les jeux vidéo, il y avait plus un potentiel d'avoir un emploi stable que dans la musique, donc j'ai choisi les jeux vidéo. Puis aussi parce que j'avais tout le temps eu un intérêt pour la 3D puis la conception du jeu, sans jamais vraiment trop plonger dans tout ça. Fait que je voulais connaître un peu les secrets de comment on fait des jeux vidéo. Fait que je suis allé au cégep en animation 3D et en synthèse d'image. C'est ça le nom du programme, au cégep de Boulogne. Dans ce programme-là, j'ai appris la 3D notamment, l'animation 3D aussi. Dans le programme aussi, j'ai découvert par hasard dans un de mes cours, il y a un prof qui a parlé d'une job qui s'appelait Concept Art, qui intéressait pas beaucoup d'élèves. Mais moi, aussi parce qu'il l'enseignait pas dans le programme, il faisait juste dire que ça existait. Mais j'ai comme stické là-dessus. J'ai commencé à m'intéresser sérieusement à ça. Donc, j'ai commencé à regarder des vidéos. Je suis tombé sur la chaîne YouTube de Fengzhu Design School, que beaucoup de gens connaissent parce que c'est vraiment une bonne chaîne YouTube. Là, j'ai commencé le gros grind d'apprendre à dessiner, parce que je savais pas dessiner quand je suis rentré au cégep. C'est qui tes YouTubers favoris pour apprendre comment dessiner? Ça fait un bout que j'ai pas regardé des vidéos YouTube de dessin, mais de ce que je me souviens, il y avait Fengzhu Design School, notamment, principalement. Et Proco? il y avait Proco, ouais, pour l'anatomie, Marco Bucci pour la couleur. Toutes des grosses chaînes YouTube quand même faciles à trouver. Cynics Design pour apprendre à dessiner des visages quand j'étais plus au début. Ça, c'est plus d'illustration, c'est pas du concept art. Hey, faut que je te dise. La première chaîne YouTube de dessin que j'ai regardée sérieusement, là, c'était, je pense que son nom c'est ZHC. Le gars qui dessine des Lamborghini et des affaires comme ça, là. C'est correct. ZHC. Ça a commencé comme étant un comic artist, puis là, c'est fini comme un genre de... Il a fini comme un genre de Mr. Beast. Ouais, ça c'est drôle, hein. Je suis en train de regarder, googler lui, puis c'est quand même flyé. Ouais. Ça, c'était avant que je tombe dans le concept art, là, j'étais juste dans le dessin. Puis là, après ça, ben, là, j'ai découvert Fengzhu Design School qui met beaucoup l'enfance sur les fundamentals, puis sur le... Faut que tu grindes ton portfolio, parce que la job est pas facile. Fait que ça m'a comme fait peur, fait que j'ai vraiment grindé mon portfolio, puis j'ai vraiment appris le dessin. C'est ce que je conseille à tout le monde, de vraiment mettre l'emphase sur les fundamentals, d'apprendre à dessiner, d'apprendre Blender, le Photobash et tout ça, c'est important aussi. Mais faut pas négliger non plus le dessin, parce que si tu veux itérer, si tu veux sketcher des idées rapidement, ça se fait avec un crayon, ça. Ça changera pas. Puis j'aimerais savoir, numéro 1, Fengzhu, c'est vraiment bon, pas juste pour les fundamentals, mais aussi son méthodologie, je le trouve tellement bien faite. Moi, je suis un gars qui a fait ses études en aménagement en design industriel. Donc, pour moi, la méthodologie, c'est... Wow, ça m'excite, là, limite. La deuxième question que je voulais savoir, c'est Cégep, pour les Français qui écoutent, Cégep, c'est juste une étape entre l'université puis le secondaire. C'est juste une école entre deux. En effet, c'est 2 années. Je suis curieux de savoir, est-ce que tu faisais tes études autodidactes sur le côté pendant le cégep ou après le cégep? Pendant le cégep. Quand j'ai terminé le cégep, je suis rentré chez Behavior 2 mois après. Faut avouer aussi qu'il y avait la COVID, la pandémie, le lockdown. Je faisais l'école en ligne, donc j'avais vraiment plus de temps pour travailler sur un portfolio en même temps. C'est une autre manière de dire, tu n'as pas partagé ton écran puis tu dessinais sur le côté. Absolument. Ah oui, l'agenda du cégep, il est rempli de dessins, là, ça c'est sûr. Ah, c'est nice. Donc, si tu avais à refaire tes études ici au Québec ou juste de façon générale, même les gens qui ne sont pas ici au Québec, peut-être ça leur touche aussi, qu'est-ce que tu changerais? Pour vrai, je changerais pas grand-chose parce que les ressources pour... Ben, en fait, c'est que j'ai appris la 3D, j'ai appris l'animation 3D, j'ai appris la pipeline, le workflow complet de la création d'un Game Ready Asset. Même si aujourd'hui, je suis un concept artiste, toutes ces connaissances-là me sont quand même utiles. Puis c'est des connaissances que si je tripais juste concept art, c'est des connaissances que j'aurais vraiment procrastiné à apprendre autrement. Donc, en me forçant à aller à l'école pour apprendre tout les rouages du côté art d'un jeu et du film. J'ai beaucoup de connaissances dans les jeux vidéo en général, pas juste en concept art. Puis après ça, ben là, le concept art, les ressources sont là, tu peux l'apprendre. Il y a des écoles de 3D, il y en a des écoles de concept art.
De ce que je sache, il y en a très peu. Il y en a une à Montréal. Si tu as besoin de motivation, si tu as besoin d'un commitment pour apprendre à faire du concept art, ben, tu peux aller à une école privée, mais je l'ai fait sans. Je connais plusieurs personnes qui l'ont fait sans, puis ça fonctionne aussi juste en ligne. Donc, c'est ça, je referai le même parcours pas mal. OK. Maintenant, tu as mentionné quelque chose d'intéressant. Tu as parlé d'un pipeline. Pourrais-tu entrer dans les détails de ton propre processus de création, s'il vous plaît? En général, c'est assez que tu t'attends. Mettons que j'ai une tâche, on va prendre une tâche d'environnement parce que tu sais, la réalité, c'est que les processus varient. Ça se ressemble tout le temps un peu, mais le processus varie d'une tâche à l'autre. Mais mettons qu'on prend une pièce d'environnement, ça commencerait avec, en général, il y a un mood board que le directeur artistique fournit avec des références et tout, plus ben, le brief du directeur artistique. Donc, avec ça, je cible des références sur le miro board. Après ça, je m'en vais chercher toutes sortes de références puis, ben, en tout cas, je me construis un peu ref. Peu ref, pour ceux qui ne savent pas, c'est une application pour faire des boards de références. Fait qu'une fois que j'ai toutes mes références de prêtes, là, je commence à faire des esquisses vraiment en lousse. C'est là que le brain work commence. C'est là où tu mets pas de musique dans le fond parce que tu es trop concentré. Tu fais des esquisses super lousses pour aller chercher un design. Puis une fois que je suis satisfait avec le design, pour passer à la suite, pour dans le fond traduire ce design-là en une image plus belle, dans le fond. Des fois, ça va aller par 3D, des fois, ça va aller tout simplement avec les points de fuite et la grille de perspective. Ça dépend vraiment de mon mood. Après ça, on y va. On refait le sketch, mais avec une perspective plus tight. Pour le reste, pour vrai, c'est du rendering. Toutes les manières sont bonnes. Tu peux faire les ombres et les lumières avec 3D. Tu peux faire beaucoup avec la 3D ou c'est toi qui décides un peu la proportion. Moi, ma proportion de 3D, 2D dans mes concepts, c'est majoritairement 2D. La 3D va servir pour avoir une idée de les ombres portées, comment sont projetées. Ça va être un blocking assez simple. Il n'y aura pas nécessairement de texture sur le blocking. Des fois, je trouve que travailler en 2D de A à Z, c'est plus rapide que travailler en 3D. Mais à ce moment-là, c'est vraiment du cas par cas d'une tâche à l'autre. La dernière tâche que j'ai eu à faire au travail, c'était un key-shot d'une ville, dans une ville. C'est un environnement urbain. Puis là, à ce moment-là, ben là, la 3D est vraiment plus relevant que, par exemple, un environnement qui est plus organique comme une forêt. Hmm. J'imagine que c'est la même chose pour les shots qui sont à l'intérieur. Ouais, souvent, les shots d'intérieur, c'est pas aussi simple qu'il y a un shot extérieur où il y a une lumière directionnelle qui est le soleil, dans le fond. Là, c'est quand même assez facile, sans 3D, de calculer où c'est que la lumière va être, mais des fois, dans les scènes intérieures, tu as plusieurs sources de lumière, puis là, ça devient tricky un peu, fait que la 3D vient vraiment aider pour ça. Ouais, parfait, c'est une bonne aussi ce que tu nous partages. Puis je suis curieux de savoir, y a-tu des préconceptions dans l'industrie que tu aimerais démystifier? Ah ouais, quand même, pour vrai. C'est une bonne question, ça, parce que ArtStation, c'est comme le référent de pas mal de gens qui sont intéressés dans la business, mais finalement, si tu te rends compte que des portfolios de interns, des portfolios de concept artists juniors qui viennent de l'ND une job, c'est vraiment tough à trouver, puis tu le sais pas. Fait que souvent, tu tombes sur les portfolios Mhm. d'un concept artiste vraiment fort, qui est clairement pas le standard de l'industrie. Mais je veux dire, pas le standard de l'industrie, mais disons que le gars, c'est un senior, donc t'es pas obligé de faire la job d'un senior qui travaille sur God of War, tu sais, on s'entend. Moi, mon cas, ça m'a comme un peu aidé parce que j'étais comme jamais avoir une job dans cette industrie-là. Et il faut tellement dessiner comme des pros. Je regardais juste je me référais seulement à la front page de ArtStation. Fait que c'était démotivant, mais en même temps, c'est ce qui m'a poussé à redoubler d'efforts parce que je pensais que c'était ça, moi, les standards. Finalement, ben, pas que les standards sont bas, les standards sont tout de même hauts, mais les portfolios qu'il y a sur ArtStation ne reflètent pas nécessairement ce que tu vas faire dans l'industrie, surtout que les gens qui mettent des pièces de portfolio sur ArtStation, souvent, ils mettent des projets personnels, ils mettent les pièces qu'ils voulaient mettre, pas toutes les pièces qu'ils ont faites. Donc, ils mettent juste les cools, ils mettent juste des illustrations aussi, des fan art. Tu sais, ils s'en foutent, ils sont déjà dans l'industrie. Ils n'ont pas besoin de faire. C'est pas un portfolio, à ce moment-là, c'est juste un profil, un social media comme un autre. Donc, des fois, je vois des portfolios d'aspirants concept artistes qui mettent des fan art. Et là, non, il ne faut pas mettre un fan art dans un portfolio. Mais tu sais, il y a des pros qui le font, mais c'est pas parce qu'ils le font que c'est ça qu'il faut que tu fasses. Ouais, j'imagine, maintenant, tu es tellement loin dans ton carrière que tu peux carrément mettre un banane qui chante avec Céline Dion dans l'espace, puis là, ça va pas t'empêcher d'être engagé chez n'importe quelle entreprise. Mettons, tu es Scott Robertson. Sont déjà établis, donc Donc, dessine donc des bananes lorsque tu es établi. Je crois que ça, c'est la leçon. c'est ça.
Tu peux te lâcher là si tu peux dessiner des bananes, c'est qui te chante. Let's go, Céline, banane. Puis l'autre bout que j'ai trouvé intéressant, c'est qui est sur ArtStation, la première page, ça va être les Cristiano Ronaldo de Contipart. Puis c'est intéressant comme idée. Essaye d'être Cristiano Ronaldo, mais peut-être tu pourrais jouer pour l'Impact de Montréal. Ouais, ben c'est bon ce que tu dis parce qu'il y en a des apprentis concept artists, puis tu sais, je m'inclus là-dedans au début, qu'on veut aller direct sur God of War ou on veut aller direct sur une grosse production du genre, super connue, je sais pas, de Last of Us par exemple. Il y a beaucoup plus de projets que ça. C'est sûr que c'est quand même audacieux d'entrée de jeu de vouloir bosser sur une de ces compagnies-là. Parce que ces compagnies-là, c'est pas des compagnies qui aiment ça prendre beaucoup de risques. Un concept artist, ça fait quoi? Ça design. Donc, mettre entre les mains le design de God of War d'un junior ou entre les mains d'un intern, ça arrive pas souvent. Ben, en tout cas, il faut que tu sois vraiment sa coche. Il faut que tu te dises c'est quand même risqué pour une compagnie. Il y a toutes sortes de productions plus petites. Tu peux commencer par viser ça avant de t'attaquer à, je sais pas moi, Riot Games, où là, ils vont chercher les meilleurs des meilleurs. Et en passant, Behavior, ton premier stage, Behavior, c'est quand même, tu sais, comme on dit en anglais, shoot for the stars. T'as vraiment visé quand même un haut niveau. Ouais, ben, à Behavior, tu sais, Behavior est connu surtout pour Dead by Daylight, mais il y a toutes sortes de projets. Il y a toutes sortes de productions hein, aussi à Behavior. Behavior fait beaucoup de jeux pour des clients, donc ça va être publié, mais tu sauras même pas que Behavior a travaillé dessus. Quand j'ai postulé chez Behavior, c'est pas pour le internship. Mon internship était pas pour Dead by Daylight. Sur Dead by Daylight, ils ont des sacrés bons concept artistes. Maintenant, j'aimerais te demander, quelle prédiction as-tu concernant les nouvelles compétences nécessaires pour rester compétitif dans l'industrie du Contipart? Ça peut être autant au niveau technique ou même créatif. Je dirais Blender. Blender, for sure, ça c'est l'affaire qu'il faut apprendre. À mon travail, je me sers pas constamment de Blender, mais ça a quand même été un atout dans mon entrevue pour lender la job. De dire que tu connais la 3D. Tu peux connaître la 3D puis même pas t'en servir dans ton workflow, mais si tu dis que tu fais de la 3D, c'est sûr que c'est un plus dans ton entrevue. Apprendre la 3D juste pour dire que tu la sais, c'est jamais mal. Je veux dire, si t'es bon en dessin, si t'es capable de... T'es un designer avant tout, donc si tu designes des biens puis que tu rends tes idées bien, autant en 2D qu'en 3D, tout le monde s'en fout. Tu choisis la manière de livrer la marchandise, puis si tu la livres, ben, tout le monde est content. Je te dirais Blender. Blender, c'est un gros hack dans l'industrie, on va pas se le cacher. Je pense pas que tu as besoin d'apprendre les AI ou tu as besoin d'apprendre tous les cheap tricks du monde. Maintenant, Hugo, quel conseil donnerais-tu à un jeune qui tente d'apprendre le Contipart dans ce monde de intelligence artificielle? Quel piège potentiel vois-tu? C'est sûr que les pièges potentiels, c'est de pas mettre assez l'emphase dans les fundamentals et le dessin. Dans un air des AI et de la 3D, c'est facile. Tu peux faire vraiment un long chemin juste avec de la 3D et du AI. Cependant, moi, je vois ça comme un piège. Je dirais, ben, tu sais, moi, je suis un adepte de Fengzu Design School, donc les fundamentals, apprenez à dessiner. Comme ça, vous allez être... Le but, c'est d'être le plus versatile possible, d'être le plus complet. Comme ça, il n'y aura pas un jour une tâche qui va arriver dans ton Jira, puis là, tu vas être genre « Ah, merde, mais ça, je suis tellement pas bon pour faire ça. » Non, OK, si tu es capable de dessiner, tu es capable de dessiner tout. Donc, tu vas toujours bien t'en sortir, no matter what. Avec la 3D, c'est super puissant, mais des fois, il y a des choses qui se prêtent mieux au dessin, il y a des choses qui se prêtent mieux à la 3D, évidemment. Puis le AI, j'encourage pas, évidemment, parce que le AI, c'est pas quelque chose que tu as nécessairement besoin d'apprendre. Si le jour où tu vas en avoir besoin, ben, t'entreras quelques keywords dedans, mais ce que tu as besoin, c'est de bâtir des skills, faire en sorte que ton cerveau passe par ton crayon et que tu puisses sketcher rapidement des idées. Tu es un designer, donc à date, le moyen le plus rapide, ça n'a jamais changé, le moyen le plus rapide de come up avec un design, c'est de le sketcher à la main. Même un AI, il ne fera pas exactement ce que tu as en tête. Et la 3D va prendre un peu plus de temps, mais la phase d'itération, la phase de sketcher des idées, tu le fais en dessin, puis tu as besoin de savoir dessiner. Donc, faut pas overlook le dessin. Puis, tu sais, on vit à l'époque de Photoshop, donc le dessin est déjà plus facile. Tu sais, on n'est pas à l'époque des pigment liners puis des Copic markers. Donc, déjà là, juste utiliser Photoshop est déjà un genre de hack. Apprenez Photoshop, c'est super important. Fundamentals, Photoshop, je suis tout à fait d'accord. C'est bien important, especially dans l'époque dont nous sommes actuellement. Maintenant, ma prochaine question, c'est
aurais-tu une suggestion inattendue pour dénicher son premier poste dans le domaine de Candy Qui revient un peu au point de c'est pas nécessaire de viser dès le départ God of War et The Last of Us comme production. Dans le fond, vous pouvez checker si vous voulez une carrière dans le concept art. Vous pouvez regarder du côté pas nécessairement du jeu vidéo. À Montréal, il y a Moment Factory qui est un bon exemple. Il y a des parcs d'attractions. Il y a autre chose que le jeu vidéo pour starter ta carrière. Je dis ça parce que j'ai été pendant un long moment à Behavior dans une division qui faisait toutes sortes de projets incluant du jeu vidéo, mais des fois, j'ai été appelé à travailler sur des pitchs pour du live-based entertainment. J'ai été appelé à travailler pour des pitchs pour des projets qui sont connexes au jeu vidéo sans nécessairement l'être. C'est là que j'ai commencé. C'est une option, puis vous avez plus de chances dans cette voie-là. Donc, si votre objectif, c'est de mettre du beurre sur vos toasts le matin, vous pouvez regarder à l'extérieur du jeu vidéo ou aller regarder dans l'indie aussi. Beaucoup d'offres qui s'offrent. On a besoin de concept artistes, pas juste sur God of War. Donc, t'es rendu très clair que tu veux pas qu'il y ait des bons concept artists sur God of War. Non, mais... Non, c'est bien correct. Je te taquine. Mais qu'est-ce que tu dis, c'est vraiment bien. Mettre un peu à côté ton... Tu sais, soyez humble et essayer des trucs. Soyez ouvert à plusieurs postes. Puis ça se peut même, les premiers postes, ça reste être très fun quand même aussi. Ouais, ben, t'apprends. Somme toute, t'apprends. T'as un salaire, moins stressé. Puis tu peux quand même travailler sur ton portfolio. Il n'y a rien qui t'en empêche. J'ai pas vraiment de downside à faire ça. Faut commencer quelque part. Bref, travaille pas chez God of War, travaille chez Behavior Interactive. C'est Hugo Lambert qui dit ça. C'est un... Je fais de la promo pour Behavior. En pensant, c'est clairement une blague. J'en suis sûr que l'équipe de God of War est bien sympathique et incroyable. Maintenant, avant de conclure le balado, le podcast, j'aimerais bien te remercier, Hugo, pour tes précieuses connaissances que tu nous as partagées. J'aimerais savoir, aurais-tu un dernier conseil à nous communiquer? Un dernier conseil pour la fin. Laisse-moi penser. Go to Drink and Draw. Go to Drink. Écoute, je ne peux que recommander chaudement d'aller au Drink and Draw de Jahan. C'est la place à être. Non? Ben, c'est vrai. Je veux dire, c'est excellent pour le networking puis se faire des copains qui ont une passion en commun, ça c'est sûr. Ben écoute, moi mon conseil, je vais straight up dire, allez regarder les vidéos de Feng Zhu. Il a recommencé à l'épisode 101, les basics, jusqu'à, je pense qu'il est à l'épisode 109 ou 110, je dis pas de bêtises. Meilleure ressource, gratuit, super intéressant, motivant aussi. Je suis tout à fait d'accord. Feng Zhu, franchement, Feng Zhu est toujours la bonne réponse. Sur cette note, j'aimerais vous remercier infiniment pour votre incroyable promotion gratuite de mon événement de Drink and Draw, mais surtout pour votre participation à notre balado aujourd'hui. Et de façon générale, merci Hugo d'être partie de la communauté d'artistes ici à Montréal. Ben, merci de m'avoir invité. J'espère que je parlais pas trop avec un gros accent québécois pour nos auditeurs français. Avant qu'on quitte, j'aimerais bien vous remercier pour votre temps. N'oubliez pas de suivre l'Instagram de Hugo à GoGoLimboArt, ainsi que la note à Cantipart Drink and Draw pour rester informé des prochains événements de réseautage en présentiel ici à Montréal, 100% gratuit. Merci et à la prochaine.